Salut à tous, épisode Sunweb numéro 9. Elle n'est pas finie du tout cette partie-là. On a encore des choses à faire dessus, et au moins 2 grands tours, etc. Mais un tout premier rendez-vous d'importance dans cette deuxième saison, donc, c'est Tirreno Adriatico. Pour moi, c'est la course qui va permettre de s'étalonner. Après, il y a Milan-San Remo, et je vous proposais un début de Flandrienne en fin d'épisode. Voilà. Cette partie différente de ce que j'ai pu proposer avec Mathieu Van Der Poel et tous ses sbires, ou bien même avec Fulsang, Lutsenko et Astana, puisqu'en fait, avec la Sunweb, on essaie de jouer un petit peu différemment, et puis j'ai constitué aussi une équipe qui est un vrai défi à part entière en elle-même, hein, parce que essayer de gagner ce que je vais essayer de gagner sans garantie avec cette équipe-là, bah voilà, c'est une forme de défi perpétuel. Tirreno, on va voir tout à l'heure. Est-ce que Milan-San Remo peut nous surprendre? Vous verrez, je vais essayer d'adopter une stratégie. Au final, est-ce qu'on va réussir à faire preuve de panache sur les Flandriennes ou est-ce qu'on va se faire ramener à la réalité par le jeu? Le jeu n'aime pas le panache, on le sait tous. En extrême, hein, je suis en extrême. Il aime encore moins le panache. On avait comme protagoniste de l'épisode Casper Asgren, qui avait peut-être son plus beau fait d'armes, hormis ce victoire en solo sur Kurn Bruxelles-Kurn, c'était peut-être ses Strade Bianche, sur lesquels il s'est joué de Julien Alaphilippe et de Bob Jungels, alors que les trois hommes étaient partis dans un endroit un petit peu stratégique. Donc, euh, assez jolie victoire quand même sur les Strade Bianche d'Asgren. Donc, au moins, ça en fait une jolie. Il est très très bien noté, hein, Casper Asgren, hein, en deuxième année sur World DB20. C'est assez monstrueux les notes, hein, vous les apercevrez ici ou là. Toujours est-il que pendant ce temps-là, on a quelqu'un dont on ne parlera pas. C'est Tige Benoît. Il se prépare pour le Giro. Et par contre, un autre protagoniste de l'épisode, c'est Michał Kwiatkowski, qui, allez, petit début de saison, bon an, mal an, il prend home loop, mais un home loop dans les conditions qu'on sait, c'est-à-dire pas le truc le plus phénoménal du monde. Non, vraiment, le test, il est maintenant. Il est sur Tirreno. J'ai choisi le profil 2015, comme si c'était pas assez difficile de cette façon-là. Choisi 2015 pour avoir vraiment, vraiment encore plus de vent contraire, hein, voilà, pour être franc. C'est un peu ça l'idée. Donc, Tirreno Adriatico commence avec un prologue. Sur ce prologue, on est super armé. Voilà, là on n'est pas en vent contraire. Là, avec cette équipe-là, avec Sutterlin, avec Kelderman, avec Arndt, avec Wirtz-Schmidt, Hirschi, on est pas mal du tout. Hirschi, c'est un peu le troisième homme de mon équipe sur Tirreno. C'est celui qui peut éventuellement, on sait jamais, créer des petites surprises. Il a un peu progressé en note de montagne, il est toujours intéressant en puncher. On verra aussi par la suite que sur pavé, bah, on va pas l'attendre à Paris-Roubaix, c'est sûr. Mais par contre, sur un GPE3 ou sur un Tour des Flandres, sur un malentendu, qui sait. Donc il y a de vraies possibilités. Puis le quatrième homme fort de cette équipe, après Arndt, Sutterlin et Wirtz-Schmidt sont des équipiers, bien évidemment, hein. Mais Kelderman peut avoir éventuellement son épingle à tirer. C'est pas impossible en tout cas, hein. C'est pas impossible parce que Wilco Kelderman, bon bah il a été saccagé, hein, par World Début. Je suis désolé d'y revenir. J'adore leur travail et tout, mais il y a certains coureurs sur lesquels il y a des craquages absolus, quoi. Et Kwiatkowski a été maltraité, mais Kelderman a été saccagé. Je veux dire, visiblement, il y a des gens qui connaissent pas le vélo depuis plus de 2 ans, quoi, hein, ou comme ça, puisque visiblement, ils oublient ce que les types ont su faire plus tôt dans leur carrière. Bon, bref, voilà. Team Sunweb qui va l'emporter sur ce prologue. Voilà, ben on était venu déjà pour gagner le prologue, on l'a pris, c'est déjà une bonne chose, et on va du coup démarrer ce Tirreno avec le maillot sur les épaules, le maillot de leader pour Casper Asgren qui a franchi la ligne en premier sur ce prologue. Et ben voilà, hein, on va voir un petit peu ce qui peut être fait sur l'étape 2. Après, on s'attend pas non plus à monts et merveilles parce que elle doit pas échapper au sprinter, comme je l'ai dit, comme je l'ai écrit, pardon.
Il va être délicat en tout cas de faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Donc allons-y, avançons. On n'a pas des formes du jour phénoménales et ce sera une composante vachement importante de cet épisode et de ce Tirreno, surtout sur Profil 2015, parce que, j'ai fait un choix. J'ai mis un peu tous mes œufs dans le même panier. Je vais détailler ça de suite, vous allez comprendre. Donc c'est une équipe qui est construite avec Tige Benoît. Voilà, ça c'est mon homme de base. Après, au mois d'août, j'ai eu l'idée, bon j'avais pensé un peu avant, mais j'ai eu l'idée de recruter Michał Kwiatkowski et Kasper Asgreen, alors qu'on va ici Groenewegen qui va s'imposer très logiquement. Donc Asgreen et Kwiatkowski par envie en fait, parce que j'adore ces coureurs-là et que j'avais envie de proposer quelque chose avec eux. Je les avais jamais pris aussi auparavant, donc c'était dans mes équipes, dans mes carrières. Donc c'était assez intéressant et je trouvais que ça avait du sens de les recruter. Après, il peut exister un doute dans l'attribution des rôles. Quel rôle pour qui? Ben, ce doute, il a été levé. Bon, pour compléter, on dirait aussi, j'ai pris Jack Haig, qui a fait un magnifique Paris-Nice à l'épisode précédent, et aussi le jeune Antoine Tolhoek, le grimpeur puncher hollandais de la Jumbo-Visma. Bon, on verra, parce que Tolhoek, il est comme Benoît, il est au frigo, justement. Quelle répartition dans cette équipe? Une répartition qui n'est pas du tout celle de quelqu'un qui cherche à tout gagner. Parce que si j'avais voulu maximiser mes chances de prendre un maximum de courses, j'aurais pas réservé Tige Benoît pour le Giro. J'aurais aligné Benoît sur un triptyque, par exemple Strade Bianche, pardon, Tirreno. Benoît était en capacité de le gagner très clairement, hein, sur ce profil-là, et je pense qu'il s'imposait. Et avec ou sans pic, hein, d'ailleurs, hein, peu importe. Hein. En tout cas, si on zappe le Tour de France dans la foulée du Giro, c'est-à-dire que si on veut pas faire l'enchaînement, on peut se permettre de mettre un premier pic là, et puis après de l'emmener sur le Giro, etc. Ou bien même de l'emmener sur le Tour de France. Mais bon, en fait, j'ai construit une autre stratégie qui était d'essayer de, à tout prix, viser ce fameux doublé Giro Tour que je crois que je vous ai jamais proposé, à une exception. Je l'ai proposé avec Nibali. Voilà, c'est le seul avec qui j'ai fait un doublé Giro Tour de France. Bon, d'ailleurs, c'était un triplé, parce que derrière, il avait pris la Vuelta. Mais c'était c'est la seule fois où j'ai montré sur ma chaîne, sur PCM, un doublé Giro Tour. Donc, il n'est pas évident à monter le doublé Giro Tour. Et puis, c'était Nibali. Bon, Nibali, tout Nibali qu'il est, c'est-à-dire avec une certaine aussi chute de ses notes, etc. Mais c'était quand même Nibali. Bon. Donc, l'intérêt, c'est que je veux vraiment le proposer avec Benoît. Maintenant, rien ne dit qu'on y arrivera. Étape 4, terrible. Vous allez voir comme elle est difficile celle-là. Et c'est que le début, parce qu'il y a du régal hein, sur ce Tirreno. Bonjour le profil 2015. Je continue. À partir du moment où Benoît est réservé pour le Giro, en compagnie de Tolhoek, j'avais donné un premier pic à Jack Haig et à ses Australiens, qui auront eux par contre leur deuxième pic sur le Giro, et qui n'iront pas sur le Tour de France. Tour de France, je vais emmener une équipe un petit peu plus rouleuse, voilà, dirons-nous. Et de ce fait, ben c'est vrai que Haig, il avait fait 4ème sur Paris-Nice, c'est pas mal. Les petits Australiens là, ils sont franchement sympas. C'est une super petite team à l'intérieur de Mason Webb là en deuxième année, mais ils sont au repos et en tout cas voilà, ils vont préparer leur Giro. À partir de là, j'ai pas pléthore de leaders. Hein. Il me reste Asgreen et Kwiatkowski. Après le reste c'est A73 hein, de général et encore. Hirschi aussi bien sûr. Et dès lors, j'ai choisi quand je disais mettre tous mes œufs dans le même panier. Bah ouais, parce qu'en fait, je me suis dit, faut essayer de concentrer tes efforts sur, allez, les classiques, sur la saison des classiques, avec un tout petit échelonnage. Mais parce que je me disais aussi, ce serait sympa de voir jusqu'où peut aller Kwiatkowski sur les classiques, s'il est leader occasionnel, et surtout s'il est soutenu par quelqu'un comme Asgreen, et aussi un troisième homme important comme Hirschi.
Et donc c'était vraiment ça le principe, alors qu'on voit qu'on prend la marée, hein, évidemment, dans cette étape, puisque on est encore bien loin de l'arrivée. Asgren et son joli maillot de leader a capitulé. On voit Miguel Angel Lopez notamment qui est en très 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 grande forme, hein, sur ce Tirreno, c'est assez somptueux. Kwiatkowski qui commence à lâcher l'affaire, il en peut plus le pauvre. Et il nous reste juste qui, le petit Hirschi là, qui servait à protéger celui que je considère finalement comme le meilleur grimpeur du lot. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, c'est Wilco Kelderman. Et Kelderman arrive encore à rester au contact comme ça des meilleurs. Nibali, on notera dans cette partie, il est chez Ineos. Hein. Et d'ailleurs, Nibali sera le compagnon d'infortune, en cette toute fin d'étape, compagnon d'infortune de Kelderman, alors qu'on voit que Roglic et Carapaz ont encore la force de montrer un petit peu mieux que Nibali et Kelderman, pendant que Lopez s'envole. Lopez qui va s'imposer devant Geraint Thomas. Voilà. Donc, étape 4, assez importante pour le général, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il y a d'énormes écarts à l'issue de cette étape-là qui vont se faire. Remco, petite déception, là, tiens, il arrive un peu tard pour moi. J'aurais attendu Remco un petit peu mieux, mais toujours des histoires de pic de forme et de gestion de l'IA aussi qui font que. Bref, toujours est-il que, à l'issue de cette étape 4, Kelderman se retrouve 4ème. Et je parlais de mettre tous mes œufs dans le même panier. Ouais, j'ai fait en sorte que Kwiatkowski, il ait son pic au GPE3 le matin, que Asgren, il ait son pic le matin du Tour des Flandres, et que Hirschi, il ait son pic aussi, on va dire, dans ces eaux-là, c'est-à-dire, en fait, pour être précis, entre les deux. Et on aurait pu dire, ouais, pourquoi t'en réserves pas un pour les Ardennaises, etc. C'est vrai. Pas oublier que Benoît fera sa rentrée quand même sur Liège. Donc il nous reste quoi? Finalement, il nous reste une Amstel. L'Amstel, c'est accessible à des Flandriens également. Et il reste aussi une flèche. Et la flèche, ça peut être quand même la chasse gardée de Hirschi. Donc c'est vrai que tout peut se discuter. Mais voilà, je vous ai dit, j'ai fait certains choix. Parce que aussi, je suis convaincu d'une chose, c'est que des fois, il vaut mieux dire par exemple, voilà, je vais gagner le Tour des Flandres, plutôt que faire 4ème sur 4 courses, même 4 courses importantes. Mais voilà, dans le vrai cyclisme, en fait, on va toujours privilégier une victoire. Regardez, hein, un nombre de coureurs au départ d'une course et le nombre de vainqueurs. Hein. C'est vite fait, hein, on a compris. Hein. C'est 1 pour 150, 1 pour 180. Hein. C'est très rare de gagner, c'est très dur de gagner. Et voilà, je me dis, on va essayer de le faire, mais de façon un peu plus ciblée, plutôt qu'à être dans toujours le fantasme de la razzia absolue. C'est aussi pour ça il faut aller voir la partie avec Van Der Poel. Voilà. Donc, état d'esprit totalement différent. Vous voyez, dans cette étape-là, qu'est-ce que c'est dur. Qu'est-ce que c'est dur. J'ai essayé, et puis finalement on s'est fait reprendre. Et puis là, on va tenter un coup de panache avec Kwiatkowski qui a du retard en plus au général. Il a un retard qui fait que normalement on peut le laisser un peu partir, quoi. Il est au-delà des 2 minutes, donc on peut lui laisser un peu le champ. Je me dis, au moins t'attaques un peu avant le sommet, tu prends de l'avance, tu descends correctement, étant donné que c'est pas dit que la poursuite soit vraiment assurée de manière agressive, même si on sait que souvent elle l'est. Et après, sur le replat et sur les 2 petites bosses finales, il y a peut-être moyen de conserver l'écart que tu te serais constitué. Là, voilà, on approcherait presque des 2 minutes sur cette fin de descente. Donc, pourquoi ne pas envisager une victoire d'étape, tout simplement, hein, parce que c'est déjà joli. Hein. Petite victoire d'étape sur Tirreno, à défaut de pouvoir proposer mieux pour Michal Kwiatkowski. Donc, à voir. Après, ça roule vraiment terrible derrière. Il y a eu des équipiers là qui se sont vraiment mis à la planche. L'IA en mode extrême a toujours cette faculté à épuiser les types, à les essorer et à faire en sorte que finalement certains roulent pour d'autres. Mais bon, après, c'est un peu ça aussi. C'est un peu la course cycliste hein, qui est comme ça. Il y a toujours des gens qui ont intérêt à se faire emmener par d'autres et à produire moins d'efforts. Là, par contre, je vais me faire un peu berner. Parce que regardez, Kelderman, il prend la roue de Roglic, qui lâche, quoi. Aïe, mauvais calcul. Là, vous voyez, le timing de contre-attaque de Kelderman n'a pour moi pas été le bon.
il fallait contre-attaquer à un autre. Il fallait contre-attaquer tout de suite en fait. Il fallait par exemple contre-attaquer sur Lopez ou contre-attaquer sur Geraint Thomas parce que on va avoir Roglic qui est un très bon descendeur, ainsi que Hirschi pour lequel je vais mettre un effort monstrueux, attaque même, avec Kelderman plus ou moins dans la roue, pour essayer de faire rentrer sur les hommes de tête, qui d'ailleurs reprennent le pauvre Kwiatkowski, donc chou blanc pour la victoire d'étape, et après s'expliquer entre eux là. Donc finale très très dur, sur lequel on retrouve, désolé, mais on retrouve des grimpeurs, hein. On retrouve des grimpeurs sur ce qui est un final que moi j'aurais plutôt qualifié de finale s'adressant à des punchers. On voit c'est Miguel Angel Lopez qui fait un numéro, mais avec un N majuscule. Kelderman va sauver, il va sauver une 5e place, mais on a pris le bouillon. On a pris le bouillon. Asgren n'a pas eu le droit de partir. Finalement, son échappée n'a jamais eu assez de champ. Kwiatkowski se fait reprendre parce qu'il y a toujours cette suractivité de certaines équipes qui pourtant à l'arrivée ne sont même pas présentes. Hein. Education First, ils ont roulé à blinde et à l'arrivée il n'y a personne. Quoi, hein. Et donc c'est dommage parce que on a essayé et on n'a pas du tout été récompensé. Bon, il y a du Miguel Angel Lopez de folie. Hein. Faut que Wilco nous accroche un petit top 5. Sans cela, on risque de se fâcher. Avec le sponsor, le top 5 devrait se jouer entre l'étape 6, ici, là, qui est une succession de murs. Elle est assez invraisemblable. Elle est somptueuse, hein, cette étape. Et puis, évidemment, le petit contre-la-montre individuel d'une dizaine de kilomètres de l'étape 7. Ça devrait se jouer donc là-dessus. On a encore des possibilités d'espoir, de victoire d'étape hein, à ce stade-là, ainsi que de solidification du top 5 pour Kelderman, que je vais protéger, puisqu'il est le seul à avoir une vraie chance au général. Hirschi, vous allez me dire, est top 10, c'est vrai, mais blocage là, hein, terrible, hein, terrible blocage. Le blocage, bonjour. C'est pas grave, on va rentrer. Ça sert même à rien d'aller en effort curseur sur ces coups-là. Il vaut mieux rentrer peinard parce qu'il y a des équipes qui roulent en l'occurrence, vous voyez. Ça m'arrive aussi d'en profiter du fait que c'est une autre équipe qui roule. Néanmoins, sur cette succession comme ça de côtes et de murs en fait, hein, puisqu'il y a vraiment des passages là, pas ici, hein, mais juste avant il y avait un passage à 20% et tout, c'est assez fou quoi. C'est un circuit, hein, vous reconnaissez la répétition de certains enchaînements de difficultés à plusieurs reprises. Donc sur ce circuit, waouh, quelle souffrance. Vous allez voir à combien ça va terminer. Je l'avais déjà joué avec Mathieu Van Der Poel et alors donc c'était forcément Corendon Alpecin, donc l'année précédente hein, par rapport à la partie en cours, l'année précédente. 2021 de ce fait, hein. Donc s'il y avait eu 2019, 2020, 2021 la troisième année, et je suis dans 2022. Donc avec Corendon Alpecin, on avait joué ça et Van Der Poel avait sauvé le top 5, mais d'extrême justesse, malgré toutes ses qualités athlétiques et ses notes qui sont quand même pas dégueulasses, c'est le moins qu'on puisse dire, et notamment celle de Vallon, hein, puisqu'il est voilà, il est injouable à de nombreuses reprises. Et là, je suis beaucoup moins armé parce que Kelderman ne punch pas du tout autant. Ce qui m'oblige vraiment à essayer, voilà, positionnement ici sur route étroite avec très fort pourcentage. À tout prix se positionner en tête. Passer les protections de l'un à l'autre de mes coureurs majeurs, on va dire, puisque ça fait belle lurette que Sutterlin, Arndt et Everschmidt sont hors du coup, mais depuis très très longtemps, le groupe, on voit le groupe à l'avant est assez restreint. Ici, c'est un leurre, évidemment qu'on va pas s'en aller à 3. Hein. Ce serait beaucoup trop, ce serait rêver que penser à des choses pareilles. Voilà, encore un mur là. Il est magnifique celui-là. Il est vraiment somptueux, quoi. Mais quel passage invraisemblable. Quel passage incroyable ce mur-là, j'adore. J'adore. On voit
Carapace, on voit Geraint Thomas, on voit Miguel Angel Lopez, qui là ont pris une petite cassure, mais qui vont revenir un petit peu les doigts dans le nez. Hein, voilà, hop là, c'est rentré, mais super facile. Il y a aussi Rafal Maïka, qui est, allez, on va dire, avec des objectifs de top 10 sur ce Tirreno. Et moi, j'essaye d'emmener le plus dans un fauteuil possible, Wilco Kelderman. Alors, je pense bien que je ne gagnerai jamais l'étape avec Kelderman, hein, mais par contre, on peut éventuellement faire un rapproché au général si on est à faire craquer X ou Y pour être marrant. Pour être marrant, en tout cas, c'est un peu l'objectif dans ce Tirreno. Allez, on approche du moment clé, cet enchaînement de 2 difficultés dans le tout final. Allez, voilà, c'est parti. On y va avec Hirschi, à qui reste encore de la barre. Pour ce qui est de Kwiatkowski, c'est un peu terminé, pour être franc. J'ai créé un peu la cassure, là. J'ai été vicieux sur ce passage, sur ce passage au GPN. Ce qui fait que ça roulait, mais vous avez vu comme ça a été vite repris. Pouf, énorme. Ils n'ont vraiment pas eu de mal à nous reprendre. Hein. L'IA a été vraiment parfaitement en gestion ce coup-là. Allez, Kelderman, c'est ton tour, mon grand. Est-ce que Kelderman, en compagnie de Carapace, ça pourrait nous faire le duo gagnant pour cette étape numéro 6? On voit que Roglic s'est accroché, Geraint Thomas également. Lopez s'est laissé décrocher, c'est à noter. C'est à noter. Et là, voilà, sur la relance, c'est Kelderman et Carapace qui prennent un petit peu d'avance. On voit que pour les infortunés Hirschi et Kwiatkowski, le travail du jour est terminé. Hein, et voilà, toute la question, pourquoi est-ce que tu collabores pas assez, mon cher Carapace? De sorte que, bah, évidemment, on est à 5 km de l'arrivée, Kelderman va pas être le seul à rouler dans un groupe avec Carapace, Thomas et Roglic, quoi. Et du coup, ça revient. Voilà, ça revient. Ça contre. Alors, heureusement, j'avais pris une roue, mais ça contre. Et là, bah, c'est bonne chance. Hein. Là, c'est digne du final de certaines classiques, là, où ça attaque un peu et qu'il faut avoir la chance, faut avoir la bonne roue, quoi. Il y a une avance qui est prise, là, comme ça, par 4 hommes, Carapace, Kelderman, Thomas et Lopez. Et tout cela va être conclu par Geraint Thomas. On a déjà vu, donc, 2 fois Lopez faire une énorme différence sur les arrivées. Et là, c'est le tour de Geraint Thomas. Donc, on a bien compris qui étaient les plus forts sur ce Tirreno Profil 2015, mais 2021 dans cette partie avec Sunweb. Finalement, la troisième place de Kelderman sur l'étape n'est pas vilaine. Ça fait une quatrième là au général, mais avec très peu de temps sur Nibali. Roglic n'est pas si loin que ça, 20 secondes. Roglic peut reprendre 20 secondes à Kelderman sur 10 km. Hein. Donc, suspense encore. Suspense pour ce qui est du top 5. Suspense aussi pour ce qui est de la victoire d'étape. Parce que, assez naïvement, j'ai encore l'espoir de pouvoir m'imposer sur ce type de prologue avec Kasper Asgreen ou éventuellement avec Kwiatkowski. Enfin, c'est quand même pas des coureurs qui sont non référencés. Hein, faut pas non plus délirer. On voit que Tom Bolly conserve à ce stade-là le meilleur temps intermédiaire, mais les formes du jour n'auront décidément pas été trop en notre faveur. On va avoir du coup une performance pour Asgreen et pour Kwiatkowski qui vont être bof quoi. Bof, les perfs sur ce chrono, même pas top 10 du tout. Donc voilà. C'est un peu un Tirreno douloureux quoi, sur le plan du résultat. Après, il était très beau, il était assez... voilà, c'est intense à jouer quoi. Hein. C'est des courses qui sont assez magnifiques. Je vous les recommande. Hein. Ceux qui ont jamais joué ce Tirreno 2015, faites-le, vous serez pas déçus quoi de l'intensité de cette course. Et Tom Bolly va conserver. Génial, très très belle victoire du Suisse Bolly. Et pour ce qui est du général, c'est Lopez qui conserve quand même 12 secondes sur Geraint Thomas. Donc victoire finale de Miguel Angel Lopez. Honnêtement, du gros Miguel Angel Lopez. Hein. Respect. Hein. Respect total sur tout ça. Geraint Thomas aura été quand même assez valeureux.
Et vous verrez juste après que c'est pas du tout le même plateau en Catalogne, c'est sûr. Il y avait vraiment un plateau magnifique aussi hein, sur ce Tirreno. Donc on enchaîne avec Milan-San Remo. Milan-San Remo, vous avez vu, c'est le parcours entre 2008 et 2013 là hein, que j'ai, puisqu'il y a le Mani, comme on l'appelle, cette difficulté supplémentaire hein, qui est située comme ça là, assez loin de l'arrivée, hein, faut le reconnaître. Mais bon, qui peut-être peut peser dans les jambes. Alors la grosse question sur Milan-San Remo, c'est toujours la même, hein, c'est est-ce que il va se passer autre chose qu'un départ à la cabine téléphonique dans le Poggio, hein, en gros, hein, sur PCM bien sûr. Donc la réponse, c'est que je me suis mis un défi, c'est d'essayer de durcir dans la Cipressa. Je le fais jamais, hein. D'habitude, je laisse toujours l'IA s'épuiser dans la Cipressa. Je reste dans les 20 premières positions simplement, et après je muscle les débats à partir de, on va dire, allez, le replat qui emmène jusqu'au Poggio, quoi. Là, j'ai commencé déjà dans la descente, et puis surtout, on va tenter quelque chose que je tente jamais, c'est un départ. Voilà, hop là. On va tenter d'attaquer ici, et en plus, il y a un client hein, dans la roue, hein, c'est Wout van Aert. Hein. Donc avec Wout van Aert dans la roue, qu'est-ce qui est possible d'envisager ici? Alors, Kwiatkowski s'est vite ravisé, puisque je quand même un peu économisé. J'ai placé ici une contre-attaque avec Kasper Asgreen. En plus, la contre-attaque est suivie par Van Aert qui contre. Ah zut, on n'a pas pris la roue de Van Aert. C'eût été opportun. Toujours est-il que du coup, bah, ça nous oblige à rouler. Donc en fait, le coup, il était pas loin d'être pas mauvais. À vérifier quand même dans le Poggio après, hein. Ça peut revenir fort. Hein. Mais le coup était pas forcément mauvais si Asgreen partait avec Van Aert. Après, regardez, voilà. Allez, ça y est, le cortège. C'est Jacobsen qui roule donc comme un damné pour ramener un peu tout le monde au pied du Poggio sur Wout van Aert. Bon, du coup, allez, tant pis, j'applique mon plan B. J'applique mon plan B, on va demander à Asgreen déjà de reprendre Van Aert. Et puis ensuite, c'est Marc Hirschi qui sera chargé de peut-être mettre sur orbite Kwiatkowski. Alors attention, Groenewegen, Gaviria, Ewan, Sam Bennett, Viviani. Non, sincèrement, entre nous, j'ai pas envie de voir ces types-là l'emporter. En tout cas, pas comme ça, quoi. Pas comme ça, parce que je reste persuadé que ce qu'il nous faut sur ce Milan-San Remo, et c'est que il y a une explication entre puncher. Cette course, Milan-San Remo, depuis 3 années, c'est dommage qu'on l'ait pas eu cette année. Ça aurait été l'occasion de vérifier la tendance du moment des 3 dernières années. Regardez les vainqueurs. Vous avez Kwiatkowski qui s'impose en 2017, Vincenzo Nibali qui s'échappe et qui s'impose en solitaire en 2018, et vous avez juste Julien Alaphilippe, rien que lui, qui s'impose en 2019 sur un petit groupe quand même de gens qui ont passé particulièrement bien. Regardez, virage à gauche, voilà, c'est ça la différence avec l'arrivée classique, enfin l'arrivée qu'on connaît quoi. Donc ouais, maintenant c'est rentré dans l'ère des punchers hein, sur Milan-San Remo, ça fait quand même 3 d'affilée. Et puncher, hein. Nibali n'est pas un puncher, mais bon, en l'occurrence il a gagné comme un puncher. Et donc bah, la passe de 4. La passe de 4 dans cette partie, mais je vous dis, je suis un peu déçu. J'aurais aimé que ça se passe un petit peu différemment. Après, c'était bien aussi d'en donner une à Mihail. Bon, allez, hein. On va quand même aussi nourrir un petit peu le phénomène. On l'a quand même pas signé pour rien gagner, donc j'allais pas me suicider non plus, quoi. Voilà. On passe ensuite à une course extrêmement vantée, qui était ces 3 jours de Bruges-la-Panne. Alors, énorme. Quand vous allez voir la force du vent là sur ces 3 jours de Bruges-la-Panne, ça démarre à 22. On va avoir des passages autour des 40 km/h. Et par contre, vous avez vu les formes du jour, elles sont catastrophiques. J'ai rarement une constellation de formes du jour aussi dramatique. Et là, c'est le cas. Donc, bah ouais, ça arrive. Hein. C'est comme ça. On peut pas toujours avoir des bonnes formes. Hein. Et donc, bon, bah voilà, c'est clair. Hein, ça va aller pour un sprinter, hein, très vraisemblablement, l'histoire. Bah, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce qu'il y a un moment donné où le vent étant très fort, je vais me dire écoute, t'as quoi à perdre? T'as que des -1 et des -2 sur ces 3 jours. On va s'organiser.
voyez, j'ai tout le monde derrière Schmidt. On va y aller, voilà, on va se positionner avec des gros efforts et on va se relayer et on va essayer d'éliminer des gens. On va essayer de durcir la course, un peu comme j'aime bien le faire parfois sur les Tours de France, hein, où il m'arrive fréquemment sur les étapes de plaine ou les étapes un petit peu vallonnées, d'essayer de durcir pour éliminer un paquet de coureurs et terminer à une quinzaine ou une vingtaine. Bah, je vais faire la même chose ici. Je me dis, après tout, Asgreen ne va pas lentement au sprint, ça n'est pas un mauvais sprinter, et il y a moyen peut-être de faire lâcher pas mal de monde, et ça a marché peut-être un petit peu plus que ce que je le croyais. Parce que, vous voyez là, à quel point derrière ils ont du mal à rentrer. Il y a deux coureurs qui s'accrochent. Il y a Oliveira, le rouleur, et Evan Chip. Bon, ok, c'est anecdotique. Mais bon, faiblesse du plateau, me direz-vous. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pas mal quand même de tester toujours ces petites stratégies là parce que je vous dis là, sur un 3 jours de Bruges-la-Panne, en fait, on s'en fout éperdument de gagner ou pas. Ça n'a aucun intérêt en fait. Ça rapporte juste des points sur le classement UCI, machin. Bon, ok, on s'en fiche. Par contre, ce qui est amusant, c'est de tester ce type de stratégie. En plus, l'équipe là, il y aura quelques-uns de ces coureurs-là qui seront sur le Tour de France que je proposerai dans quelques temps. Donc, bah voilà, stratégie mode Tour de France, sauf qu'on n'avait pas de Tige Benoît. Et puis je crois que c'est Toluk qui accompagnera aussi sur le tour. Mais c'était un petit galop d'essai histoire de s'échauffer un peu par rapport à ça. J'ai simulé aussi le Tour de Catalogne parce que j'ai pas les moyens, pour toutes les raisons que je vous ai expliquées précédemment, j'avais pas les moyens du tout de rivaliser là-dessus. J'aurais pu, bien sûr, essayer de viser un top 10 avec Kelderman qui est encore sous pique, parce qu'il y avait l'aide de Van Wilder, il y avait peut-être des choses à faire sur certaines étapes peu nombreuses avec mon sprinter Ake Off, peut-être. En tout cas, c'était une possibilité. On voit que Nibali est déjà leader après 2 étapes. Voilà. C'est dommage, vous avez vu en simulation. Punaise, il prend. C'était pas Guerrero tout à l'heure, sur les 3 jours. Guerrero, il est là. Il prend une deuxième place Kelderman sur l'étape 3. Pas de bol. Pas de bol. Pas de bol. Nibali aux commandes de ce tour de Catalogne. Alaphilippe qui s'en prend déjà une autre. Il gagne souvent. On se rappelle qu'il a changé d'équipe dans la partie chez Trek Segafredo, alors que Nibali lui est chez Ineos, voilà, ok. On est déjà à l'étape 7, ce circuit autour de Barcelone, pour une victoire finale de Nibali devant Froome, une jolie 4ème place pour Julien Alaphilippe. Bon, ok, mais bien plus important pour la partie, bien plus important pour nous, que peuvent faire Asgreen et Kwiatkowski sur ce GPE3 qui s'annonce. Alors, à voir. À voir. Il y a une forme a priori assez intéressante pour Kwiatkowski, donc à confirmer. Et bon, c'est un joli profil. Je vais pas cracher dans la soupe. Ce GPE3, c'est un joli profil qu'on a là grâce à la WorldDB. Vous voyez, ça m'arrive de dire du bien parfois. Je le trouve intéressant. Je le trouve super cool à jouer. Il est vraiment joliment décoré en plus. Les gens qui ont fait cette carte, enfin ce variant, ont vraiment produit un travail somptueux. À noter que le peloton laisse partir des coureurs de valeur. Alors pauvre Luke Rowe, le pauvre, à peine il venait de sortir avec Tuns, il s'est gamellé. Il s'est gamellé lamentablement. C'est vraiment pas son jour le gars. Donc Tuns est sorti, on a eu des offensives de coureurs pas anecdotiques, un peu plus forts que ce qu'on a d'habitude en fait. Souvent l'IA laisse partir des coureurs qui sont vraiment faibles en fait. Ils sont tellement faibles que ok, on n'a aucun doute sur l'issue. Avec ce final là, on se dit que ouais, Fliegen, Tuns, sait-on jamais. Sait-on jamais. Moi je fais rouler un peu parce que je veux pas justement laisser un petit peu trop de champ à s'échapper. Après, à plein de moments, je roule pas. Je laisse Jumbo Visma qui se sent très très fort. Je laisse Deceuninck Quickstep
également faire le taf, puisque ce sont quand même eux qui doivent prendre la responsabilité de la course. Attention à ne pas se faire bloquer, parce que un blocage sur secteur pavé montant peut entraîner une cassure, voilà, on en a l'exemple. Après on va se faire ramener sur ce coup-là, mais ça peut vite provoquer des cassures, et après on peut vite se retrouver avec une minute à boucher. Vieux Quarmont ici, avec un Hirschi qui est en forme, hein. Il est bien positionné, Hirschi, intéressant. Kwiatkowski un peu moins, ouais, voilà. Asgren pas dans un super jour, bon, ok, on va voir ce qu'on peut faire. Le final approche, final assez incertain en plus, c'est très nerveux, ça va partir dans tous les sens, on a l'habitude. L'échappée a quand même toujours pas été reprise, hein. Là c'est Alberto Bettiol qui profite d'une accélération de Hirschi pour partir, et à différence de Hirschi que je vais un peu relever quand même, est-ce que j'aurais dû le faire ou pas? Je sais strictement rien, on verra l'issue. Bettiol, lui, par contre, il prolonge l'échappée et il attaque. Non, mais ça roule à blinde derrière, c'est ingérable. L'IA, elle est même capable de faire rouler Trentin pour GVA, en fait, tellement elle est systématique dans sa manière un peu bourrine de rouler. Donc, ouais, voilà, on revient ainsi, et je vais pas quand même ne rien tenter, hein. On a, on a été jusqu'ici, on a Hirschi qui est pas en mauvaise forme, on a Kwiatkowski aussi qui, allez, peut peut-être tirer quelque chose de ce GPE3. On va donc essayer d'être vigilant et pas se faire piéger. C'est pas évident, parce que ça part un petit peu en tous les sens. Faut choisir les bonnes roues. Là, vous voyez, par exemple, je m'étais fait bloquer. Il y a Van Der Poel là qui vient de placer une super accélération. Heureusement, il y a Nils Politt qui a essayé de contrer avec Kasper Asgreen dans la roue. Un pauvre Kasper Asgreen qui n'a plus rien dans le magasin. Ouais, Van Der Poel peut peut-être le faire. C'est intéressant. Intéressant cette contre-attaque aussi de Peter Sagan qui cherche à reprendre Van Der Poel. Alors c'est vrai qu'un petit duo Van Der Poel-Sagan, pas mal. Après voilà, Hirschi, je trouvais ça trop dommage qu'il se fasse enterrer. Donc hop, je l'ai recasé. Et là ça va être une attaque de Stuyven. Énorme. Il la place son attaque au bon moment là. C'était une magnifique attaque pour Stuyven. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on est en capacité de réagir? Je vais être obligé de sacrifier Hirschi, ça me fait mal. Et je vais devoir sacrifier Hirschi au profit de Kwiatkowski. Attention à Wout van Aert, attention à Van Der Poel, à Sagan, attention même à Bettiol qui est un peu surcoté. Nassen, GVA, et c'est Kwiatkowski qui, un petit peu comme un Colbrelli, vous verrez, ceux qui ont vu savent de quoi je parle, a tenté une attaque à un moment clé. Est-ce que ça va suffire pour s'imposer? Eh bien non. Non, pas du tout. Victoire de Peter Sagan devant Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Rien que ça. 3 mutants du jeu qui se classent comme ça ici devant mon petit Polonais favori. Bon, ouais, c'est pas mal. Quatrième là-dessus, honnêtement, y a pas de quoi rougir. On va pas pleurnicher et on va la prendre. Et la victoire est belle pour Sagan, honnêtement, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, à l'épisode numéro 10, on se retrouvera pour Gand-Wevelgem, Tour des Flandres, Paris-Roubaix. C'est tout un programme. En espérant avoir quelque chose d'intéressant à vous proposer. Mais allez, on a de l'espoir. Puis je vous souhaite à tous une excellente continuation, la santé avant tout, en cette peut-être fin de période de confinement qu'on espère tous, la fin bien sûr. À très bientôt, bye bye.